Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le lundi 19 mai et voici un nouvel épisode de l'info à ne pas manquer. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Philippe Ledan, économiste chez ING. Un principe, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Bart De Wever vient de fêter ses 100 premiers jours au 16 rue de la Loi. Dans ses différentes interventions symboliques, Bart De Wever s'exprime avec une certaine gravité dans la voix. A-t-il lancé le train des réformes ? Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance, interroge Philippe Ledan, économiste chez ING, sur ce sujet et il commence en parlant de ce ton grave du Premier ministre. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. On a un contexte international qui est quand même fort tendu, qui part dans tous les sens, qui remet probablement en cause toute une série d'hypothèses. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et puis, il y a un contexte belge qui reste budgétaire difficile, surtout, ou bien budgétaire et économique. Je veux dire, à la fois, les défis de long terme sont bel et bien là. Vieillissement, climat et déglobalisation. Défense aussi qui s'ajoute maintenant. Derrière cette déglobalisation, il y a effectivement un monde qui est plus tendu géopolitiquement parlant. Donc les défis sont toujours là. Il y a une situation de court terme qui reste fondamentalement difficile, même si la croissance du premier trimestre n'a pas été mauvaise, mais probablement pour des effets temporaires. Mais si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de croissance économique, en termes de marché du travail, je prends simplement, regardez le marché du travail ces 2 dernières années, c'est, allez, je vais être optimiste, je vais être positif, c'est entre 5 et 10 000 emplois créés chaque trimestre. C'est peu, hein Alors que l'objectif est de 550 000, dit-on. Donc c'est d'un tout autre ordre. Donc il y a quand même un contexte de croissance lente qui ne semble pas nécessairement s'améliorer à court terme, compte tenu justement de ce contexte international relativement. Oui, parce que la grande difficulté, c'est la prévisibilité pour le moment, non ? Oui, donc il y avait les difficultés qui étaient déjà là. Structurelles. Il y a les défis de long terme et il y a un contexte de choc extérieur qui n'aide pas. Bien sûr qu'on rêverait d'avoir un choc extérieur qui permet de donner une impulsion et à ce moment-là, la politique économique pourrait surfer sur un contexte un peu plus positif pour implémenter des mesures qui passeraient probablement plus facilement parce que le contexte est meilleur et un contexte meilleur apporte davantage de rentrées fiscales. Donc on a un contexte budgétaire qui est un peu plus... Enfin, au moins on sait avancer, prendre des décisions, parfois éventuellement augmenter l'une ou l'autre dépense qui apparaît totalement indispensable. Non, on a un contexte qui fondamentalement appelle à continuer à serrer les boulons, alors que justement, il y a beaucoup de défis. Donc, forcément qu'il y a une certaine gravité, je vais dire. Oui, avec aussi une manière déjà de préparer au fait que pendant une législature, on ne pourra pas tout faire, ce sera insuffisant, budgétairement, on s'entend, mais pas uniquement. Donc, on sent qu'il y a un peu une volonté peut-être aussi de dire, voilà, c'est du sang et des larmes, mais on en aura pour un petit bout de temps, quoi. Oui, mais je pense que ça, c'est probablement... je ne suis pas un observateur politique, mais j'imagine que c'est le côté réaliste de Bart De Wever. Je ne pense pas que c'est le genre de personne à faire miroiter quelque chose de formidable. Certains l'ont un peu comparé à Jean-Luc Dehaene. Alors c'est... Oui. Mais en tout cas, il y a une forme de réalisme. Et la réalité, c'est effectivement que on reste dans une période charnière, vraiment, parce qu'il y a toute une série de défis de long terme, on en a parlé, qui commencent à impacter. C'est pas du tout la même chose. Il y a 10 ans, quand on parlait de vieillissement, oui, c'est quelque chose qui va petit à petit augmenter dans le futur les dépenses publiques. Aujourd'hui, on y est. Chaque année, il y a des dépenses. Regardez la croissance des dépenses en matière de pension, la croissance des dépenses en matière de soins de santé. Ce sont des dépenses qui augmentent plus rapidement que la croissance économique, donc que les rentrées fiscales de l'État. Donc, on y est. Les changements climatiques, bien sûr, il y a tout le travail sur la réduction des émissions pour limiter le futur, mais il y a un autre volet aujourd'hui à gérer, c'est l'impact
d'ores et déjà des changements climatiques. Et la déglobalisation ou les tensions géopolitiques, tout ce contexte international tendu, on y est. Et est-ce que ça va changer dans les 5 prochaines années ? Ben non, ça ne va faire que s'empirer. Est-ce que, du coup, on peut dire que des réformes sont initiées ? On sait que ce gouvernement avait quand même pour mission et pour ambition d'entamer des réformes, marché du travail, pension, en tout cas, fiscalité. Est-ce qu'il y a... En tout cas, il y a une volonté et manifestement, il y a petit à petit, effectivement, des réformes qui sont initiées. Et je dirais, bien sûr, on parle surtout de celles qui ont fait grand bruit, la limitation des allocations de chômage, qui est quand même probablement le marqueur le plus important. Enfin, je veux dire, c'est quand même un changement radical, mais il y a des éléments en matière de pension, il y a des éléments en matière de fiscalité sur le capital, qui semblent initiés. Après, voilà, il va encore falloir transformer l'essai, et surtout, dans la transformation de l'essai, que la mesure ne soit pas édulcorée. Alors, il faut que ce soit une mesure qui aille dans la bonne direction, et on peut comprendre... Prenons la mesure de la limitation des allocations de chômage à 2 ans, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Manifestement, tous les autres pays l'ont compris, ou l'appliquent. Ça m'étonnerait quand même qu'on ait la solution miracle en maintenant des allocations de chômage pour une durée illimitée, théoriquement. Donc, je veux dire, il y a la nécessité de faire une réforme. Encore faut-il, évidemment, qu'elle ne soit pas diluée quelque part, ou en tout cas que dans les détails. Son impact est très limité. Donc, ça veut dire que vous avez un coût politique à vous engager dans une réforme qui, forcément, froisse toute une série de personnes ou qui est dangereuse politiquement, ou qui génère une certaine opposition. Vous le faites, mais ça, c'est évidemment toujours le jeu politique, mais vous le faites... clairement dans une direction, donc vous le faites en séquence, vous ne le faites pas en remettant à plat. Vous voyez, si par exemple on disait on remet à plat des pans entiers de la sécurité sociale et on reconstruit quelque chose de nouveau, évidemment, au plus large vous faites la réforme, au plus vous avez de chances, évidemment, de créer des oppositions, mais que chacun retrouve quand même des petits éléments positifs. Quand vous le faites en séquence, quand vous poursuivez sur un dossier, par exemple, la durée des allocations de chômage, voilà, vous froissez toute une série de personnes, vous créez toute une série d'oppositions, sans qu'il y ait réellement, pour le moment, un élément de contrepartie qui peut faire qu'au final, vous créez une adhésion collective parce que tout le monde peut s'y retrouver. C'est un pays qui semble difficile à réformer, en fait, en tout cas fondamentalement, parce qu'on sait qu'il y a de la résistance sociale, on a eu beaucoup de manifestations, mais on a aussi des concertations à mener avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les régions, faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est compliqué à mettre en œuvre des vraies réformes. On pourrait parler des 100 jours de Trump où ça se fait par décret présidentiel, c'est peut-être pas nécessairement mieux, mais ici on est dans autre chose. Mais il y a effectivement une complication. Parce que voilà, on est toujours mécontent de quelque chose, on a du mal à bouger, et puis effectivement, vous l'avez souligné, il y a ce côté de différents niveaux de pouvoir qui me semble quand même très fort compliquer les choses. Et encore une fois, cette limitation de l'allocation de chômage qui fait qu'après la personne se retrouve au CPS, à la limite, je veux dire qu'après la durée, c'est ce qui existe dans d'autres pays, les personnes tombent dans un autre régime qui n'est pas le régime de l'assurance chômage, qui correspond à quelque chose. C'est une allocation pour vous permettre de retrouver un emploi. Et après une certaine période, on peut considérer qu'effectivement, il est normal que vous versiez dans un autre régime. Je veux dire, ça ne me choque pas nécessairement, mais ici, c'est compliqué par le fait qu'on tombe dans un autre système qui relève d'un autre niveau de pouvoir. Oui, et avec un chemin d'accompagnement qui doit être fait au niveau des régions, au niveau des CPS. Et entre les deux, le chemin d'accompagnement est encore à un autre niveau de pouvoir. Exactement. Donc le paiement est fédéral, l'accompagnement est régional, et si ça ne marche pas, après 2 ans, c'est un système communal. Il faut quand même comprendre. Alors forcément, ça génère toute une série d'oppositions, même entre les niveaux de pouvoir. Si tout ça était au même niveau de pouvoir,
voilà, c'est le fédéral qui prend en charge toute la trajectoire, il ne va pas se mordre la queue en critiquant la propre réforme qu'il fait, mais simplement parce qu'il prévoirait d'autres mécanismes qui aujourd'hui ne relèvent pas de ces Oui, donc Bardewevre est aussi un peu un notaire, en fait. Donc, c'est peut-être exagéré, mais il y a dans cette gravité, pour en revenir à la question initiale, dans cette gravité, dans cette difficulté dans les prochaines années, il y a ce contexte économique international et national qui est difficile, il y a ces challenges de plus long terme, et il y a cette difficulté intrinsèque à réformer, ce qui incite, j'ai presque envie de dire, naturellement, à simplement rajouter des complications dans un système devenu très compliqué. Hein? Et alors que finalement, il vaudrait mieux faire une réforme beaucoup plus poussée et beaucoup, beaucoup plus large. C'est exactement la même discussion par rapport aux réformes sur les pensions. À un moment, sous le gouvernement Michel, j'aime toujours à le répéter, il y a eu une véritable volonté de réformer en profondeur avec ce fameux groupe de travail, dont le président n'était autre que Frank van den Broek, qui à ce moment-là n'était pas revenu en politique, mais était prof d'UNIF aux Pays-Bas, si je ne me trompe, qui avait accepté de prendre la présidence de ce groupe sur la réforme des pensions, avec Jean Hendricks également. Et là, il y a vraiment eu une volonté d'une refonte complète du mécanisme de calcul des pensions. Et je trouvais qu'ils ont fait beaucoup de présentations, ils ont abouti. Il y a un projet. Et à ce moment-là, on était sur des réformes beaucoup plus larges où je pense que chacun pouvait y trouver quelque chose. Et quand on peut quand même y trouver quelque chose, on accepte généralement beaucoup plus les sacrifices qui sont demandés compte tenu d'une réalité. On avance un peu pas à pas. Et voilà. Et ça, depuis la Vivaldi, et on avance pas à pas, mais finalement, il y a toujours alors des mécontents parce qu'on ne s'y retrouve pas. Et alors, un autre élément qui est dénoncé notamment par l'opposition, ce sont les fameux effets retours. Oui. J'ai parlé du fait qu'on fixait un objectif de création de 550 000 emplois. On sait déjà que ça va être très compliqué, mais dans l'absolu, ce gouvernement se fixe des ambitions dont il n'est pas sûr qu'il pourra les rencontrer. Non, alors, on va pas les critiquer pour être ambitieux. Là n'est pas le point. Hein. C'est très bien d'être ambitieux. Bon. Maintenant, il faut comprendre que la réalité économique n'est pas celle-là. Hein. D'une part, quand on s'attache à des réformes structurelles, comptez 10 ans pour qu'elles donnent leur plein effet. Regardez ce qui s'est passé dans les pays du sud de l'Europe. La crise de la dette, c'est 2010, Espagne, Portugal, Grèce, la fameuse austérité, les réformes structurelles, etc. C'est aujourd'hui qu'ils en profitent. C'est aujourd'hui que leur performance économique est meilleure que d'autres pays européens et que leurs finances publiques sont saines. Et pour une part, ils ne font toujours encore que rattraper les dégâts économiques entraînés par cette nécessité de parce réformer. Que là, les réformes ont été quand même douloureuses. Donc, c'est du long terme. Et le temps politique n'est pas un temps de long terme. Deux, les effets retours, il faut être extrêmement prudent. Un, on parle du futur, il y a un contexte économique, on l'a déjà dit plusieurs fois, qui peut faire que ça ne va pas se passer comme ça. C'est que je dis toujours à une de mes connaissances ou à un ami ou à un collègue qui va être jeune papa, juste avant l'accouchement, je dis il y a un principe, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Hein. Donc en prévision économique, c'est la même chose. Hein. Et ces derniers temps en politique, on peut dire rien que on a servi jamais comme prévu, parce qu'il y a toujours des nouveaux chocs. Il y a toujours un contexte qui se complique. Et donc, je pense que l'hypothèse de base, en partant des faits retours, c'est de prendre vraiment ce qu'on appelle le multiplicateur, hein, c'est lui qui détermine les effets retours, le plus faible possible. Et de dire,
Voilà, on prendrait l'hypothèse, si c'est plus élevé, eh bien, tant mieux, on n'aura pas de problème à allouer ces moyens, c'est pas les besoins qui manquent, mais le point de départ devrait plutôt être un effet de retour le plus faible possible. Alors, je sais que, en termes de communication, ce que je viens de dire n'a aucun sens, avec un conseiller de communication va dire, non, pas du tout, ça montre toute la faiblesse, etc. Mais la réalité économique, elle est comme ça. Et donc, je vais dire, j'aurais tendance à aussi considérer que les effets retour seront beaucoup plus faibles que ceux qui sont anticipés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les réformes, hein? Pas du tout. C'est simplement parce que les effets, si les réformes sont bien menées, ne se verront qu'à plus long terme. Mais ça veut simplement dire que ça ne résoudra pas les problèmes budgétaires. Ça y contribuera un peu sur le court terme, beaucoup plus sur le long terme, mais malheureusement, et c'est aussi cet aspect gravité, je pense qu'il le sait, Bardewever, ça ne suffira pas à court terme. Dernière chose, Philippe Ledan, Bardewever, dans sa gravité, a aussi été assez dur à l'encontre de la région bruxelloise, qui est toujours bloquée politiquement. Est-ce que Bruxelles et la Wallonie sont des points de préoccupation particuliers en Belgique ? Je pense que chaque région a ses forces, ses faiblesses. La Flandre a aussi ses problèmes, qui sont peut-être des problèmes plus confortables, entre guillemets. C'est plutôt des contraintes d'offres, de manque de main-d'œuvre à certains endroits, parce que vous avez d'autres endroits plus compliqués. D'un autre côté, la Wallonie a des atouts. Moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Alors, c'est vrai, c'est peut-être le côté gagnant de la Wallonie que je rencontre plus que le côté perdant, ça, je l'avoue. Quoique, mais on a des atouts, on a des gagnants, on a des gens qui ont de l'ambition, on a des super entreprises, même des entreprises qui sont des leaders mondiaux. Bruxelles a ses atouts, mais a une situation à la fois institutionnelle, politique, qui me semble beaucoup plus compliquée, avec des problèmes économiques qui sont également spécifiques, notamment par rapport au marché du travail, aux questions de qualification. Donc, ça reste des problèmes. Maintenant, encore une fois, chaque économie a des différentes régions qui ont chacune leurs atouts et leurs faiblesses. Je dirais que dans tout ça, la chose qui me préoccupe le plus n'est pas nécessairement les faiblesses de la Wallonie ou les faiblesses économiques de Bruxelles qu'on peut résoudre. La chose qui me stresse dans tout ça, c'est vraiment la situation politique et institutionnelle à Bruxelles. On va bientôt avoir 1 an sans gouvernement, avec une situation budgétaire terriblement dégradée, quelle qu'en soit la raison. Peut-être qu'il faut effectivement discuter du fait que Bruxelles est sous-financée structurellement parce qu'elle a des tâches à accomplir qui génèrent de l'activité ailleurs. Ok, ça, ce sont des discussions. Mais au final, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est véritablement intenable. Et ça, je pense qu'économiquement, c'est un problème. Pour le reste, voilà, c'est pour ça que je suis quand même toujours un peu prudent à aller critiquer l'ambition d'un gouvernement, qu'il soit fédéral ou régional, parce qu'il ne faut pas non plus casser l'élan, il faut être ambitieux, il faut considérer que les choses vont s'améliorer. Et encore une fois, un pays comme la Belgique a plein d'atouts. Et voilà, donc je vais dire, restons quand même optimistes. Dans une réalité économique qui est loin d'être simple, on en a suffisamment parlé, mais politiquement, la situation à Bruxelles, je crains quand même qu'à un moment, elle n'ait de graves conséquences économiques. Comme vous l'avez entendu, il faut rester optimiste et ambitieux pour le futur malgré la situation économique. Et on continuera d'en parler dans ce podcast dans les prochains épisodes. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec la rubrique La Tech au quotidien. Demain, les journalistes de Trends Tendance épingleront une idée technologique qui boostera votre productivité.